Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Aujourd'hui, on s'intéresse à YouTube. La plateforme fête ses 20 ans, 2 décennies où elle a bouleversé notre paysage médiatique en faisant émerger toute une génération de créateurs de contenu en premier lieu humoristique, et depuis peu, elle devient le refuge de journalistes venus de médias traditionnels. Ils ont quitté leur rédaction pour tenter cette nouvelle aventure à la recherche d'une plus grande liberté de ton. Il sera intéressant d'interroger les raisons de cette quête d'indépendance et de voir dans quelle mesure elle s'exerce ou non. Modèle économique à trouver, dépendance aux algorithmes, comment se vit le métier de journaliste sur YouTube. Selon une étude d'Oxford Economics, un utilisateur sur 2 déclare l'utiliser pour s'informer dans un contexte où les audiences télévisuelles sont en berne. Une télévision connectée sur laquelle YouTube se regarde de plus en plus. S'agit-il d'une complémentarité ou d'une mise en danger du secteur classique de l'audiovisuel ? Les journalistes youtubeurs s'adaptent à la grammaire de la plateforme avec une incarnation forte, un lien direct avec les interviewés pour favoriser une mise en abîme du métier dans un souci de transparence. Cette relation peut-elle rétablir la confiance du public envers la profession ? Enfin, quel intérêt pour YouTube de se positionner sur ce marché de l'actualité alors que la désinformation se propage sur tous les grands réseaux où les efforts de modération ne semblent plus trop à l'ordre du jour? 4 invités pour en parler. Justine Ries, bonjour. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de YouTube France, après avoir notamment travaillé chez Twitter. Vous nous expliquerez le positionnement de YouTube sur le secteur de l'actualité. À vos côtés, Benoît Lecor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant aujourd'hui sur YouTube, après être passé par la rédaction du Média Brut ou du Monde. Votre expérience sera précieuse pour comprendre ce qui vous a encouragé à abandonner ces médias reconnus. Une autre journaliste est avec nous, Justine Rex, bonjour. Bonjour. Vous avez été responsable de la rubrique Société chez Vice et vous avez également travaillé pour des créateurs de contenu comme Hugo Décrypte, qu'on a reçu récemment dans cette émission, ou encore Charles Villa, avant de lancer votre propre chaîne. Franck Robillard complète ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias et du numérique et co-auteur de La Machine YouTube, contradiction d'une plateforme d'expression, écrit avec Yvette Assalimeou-Kountz aux très bonnes éditions C&F. Cet après-midi, pas de chronique de notre partenaire Courrier International que je salue, mais un rendez-vous comme chaque mois avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davies. Ce sera en fin d'émission. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 16 déjà de la Fabrique de l'information. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en direct ou en podcast sur l'application Radio France. Je me lance en tant que journaliste indépendante sur Internet. Ça fait des années que je travaille avec Click, j'y ai fait des chroniques à la télé, beaucoup d'interviews. J'ai travaillé avec d'autres médias comme Le Parisien ou GQ. Tout ça, c'était génial et je vais continuer à travailler avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie d'indépendance et de traiter certains sujets à ma manière. Je me suis mis dans le digital parce que j'avais besoin de sens. J'ai passé presque 10 ans en indépendante à faire du documentaire pour des grandes chaînes de télévision françaises. La télévision, voilà, je trouve que ça a vraiment ses limites. Il n'y a quasiment plus aucune case de reportage actuellement à la télévision française. Quand je vois que chez nous, on fait des fois aussi 1,5 million, 2 millions de vues avec nos documentaires, en fait, on a un impact au moins comparable à ce que fait France Télévisions aujourd'hui, avec 3 bouts de ficelle. Et ça, je trouve que c'est un super signe d'espoir, parce qu'en fait, on impacte. YouTube, ça reste. Tu peux y aller sans t'inscrire. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné Charles Villa à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où une grande partie de la ville est contrôlée par différents groupes armés. On est allé à leur rencontre pour comprendre leurs revendications et comment ils gèrent les quartiers qu'ils contrôlent. À quoi ça ressemble des vacances entre aveugles ? Et est-ce qu'il y a eu un effet sur la qualité de la scène avec les JO ? Non. Ah ok. La qualité de la scène, elle s'améliore depuis 40 ans, pas depuis les JO. On est en train, malgré nous, de poser des fondements, tu vois, pour plus tard, et des réflexions qui vont forcément se poser. Aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est commission de la guerre de presse, ils sont complètement à la ramasse, tu vois, dans 10 ans, ils s'y pencheront, mais ça va arriver. Ça va arriver, ce qui arrive déjà, ce sont donc ces journalistes qui se lancent sur la plateforme YouTube en toute indépendance, du moins c'est ce qu'ils recherchent. Benoît Lecor, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes passé par Brut ou le média Le Monde, des médias prestigieux qui donnent envie. Qu'est-ce qui a motivé votre départ ? C'est une grande question. Alors déjà, je veux commencer par dire que j'adore mes anciens collègues du Monde, parce que c'est important de le faire. Et je peux un jour y revenir, donc il ne faut pas insulter l'avenir, évidemment. Non, je crois que c'est l'éternelle histoire du journaliste qui a besoin de refaire du terrain, parce que j'étais dans un service qui était génial, mais qui me permettait pas forcément de sortir. Donc la matière que je traitais, c'était particulièrement l'actualité, donc les dépêches ou les articles du Monde. Et moi, je me sentais déconnecté un petit peu. Alors j'avais besoin de refaire du terrain, de repartir en France, en fait, à la rencontre de gens.
Et j'avais aussi un format très particulier de vidéo que je voulais faire. Mhm. Et une rédaction, c'est un ensemble de personnalités et de gens, de professionnels. Et c'est pas possible de faire le projet qu'on veut forcément dans une rédaction parce qu'en fait, c'est pas une aventure uniquement entrepreneuriale. Donc j'ai décidé de partir. Là, vous parlez de la rédaction du Monde, en l'occurrence, qui Oui, est la dernière en du date. Monde Ouais. aussi de Brut. C'est-à-dire Mhm. que, évidemment, je ne pouvais pas lancer ce que je fais aujourd'hui sur YouTube directement et facilement au Monde parce qu'en fait, après, il y a plein d'étapes. Et le format, je l'avais vraiment en tête, c'était celui-ci que je voulais mener jusqu'au bout. Et puis, il y a un autre truc. Moi, j'ai un peu plus de 30 ans et je me sentais capable de Mhm. partir d'une rédaction et de monter mon propre projet. Ce que plus tôt, je l'aurais sans doute pas fait parce que j'avais pas les épaules ou les compétences, ou en tout cas la confiance en moi. Donc c'était aussi arrivé à un moment donné de ma vie où je pouvais le faire. Donc on comprend qu'il y a le terrain, mais le terrain, c'est pas le monopole de YouTube. YouTube a le monopole du terrain. Vous auriez pu faire du terrain dans d'autres médias traditionnels, mais là, c'est plus la manière de concevoir finalement votre production, votre contenu, comme vous l'entendez, sans avoir de compte à rendre finalement, en se disant que je le fais tel que je l'imagine vraiment. Clairement, il y avait un désir de créativité complètement libéré, de pouvoir aussi dire ce que j'avais à dire sur ce métier, parce qu'on en parlera peut-être plus tard, mais mon format est un petit peu particulier, il y a une vraie introspection de journaliste. Et je crois que j'avais envie que mon boss, ce soit les gens directement pour qui je réalise des vidéos. Donc le public Le public. qui commande. Justine Rex, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette démarche, être votre propre rédactrice en chef, avoir cette liberté d'innover comme vous l'entendez? Oui, totalement. Je me suis jamais autant amusée journalistiquement parlant que depuis que je suis sur YouTube en tant qu'indépendante. Évidemment, il y a eu plein de moments où c'était génial en tant que journaliste dans des rédactions, mais on a des comptes à rendre, c'est normal, hein, on a des chefs. Et pour le coup, sur YouTube, si je veux rester une journée de plus avec un personnage que j'interviewe parce que je sens que j'en ai besoin, je peux. Si j'ai envie de faire un reportage de 45 minutes, eh ben, je suis pas limitée. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur des sujets de JT où on était sur 1 minute 30, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Là, j'ai une liberté immense et totale. Et pareil, au niveau des sujets, en fait, j'ai pas besoin d'être limitée sur une rubrique en particulier. Je peux passer d'un sujet international à un sujet éco, et qu'importe. Et moi, ce qui me pousse vraiment, c'est le fait de parler à des gens qui ont un peu plus mon âge. Ça a commencé quand j'étais chez Vice France, où là, je me suis dit, ah bah j'aime bien, j'ai cette impression d'être un peu plus proche des gens et aussi de lutter contre cette défiance qui est de plus en plus importante dans le monde des médias. Et on le voit bien sur YouTube, il y a ces fameux jeunes qu'on n'arrive pas à saisir quand on est journaliste dans un média Même si traditionnel. quand on travaille chez Vice, c'est plutôt une cible jeune, on est plutôt sur quand même un public qui peut être assez proche de celui qui peut vous suivre aujourd'hui sur YouTube. Oui, bien sûr, mais malheureusement, Vice a fermé. Voilà, Vice France a fermé, on s'en rappelle évidemment. Vous dites, je n'ai pas de compte à rendre à un boss, et il faut comprendre aussi pour nos auditeurs auditrices que parfois un boss, ça peut être un créateur de contenu, puisque vous avez travaillé pour Hugo Décrypte, enfin pour la chaîne Hugo Décrypte, mais également un peu pour Charles Villa. Donc comment ça marche? Il y a des journalistes qui travaillent pour un créateur, pour une chaîne. C'est quelque chose qui arrive, qui est assez récent. Ça a commencé avec Simon Puech, qui est le premier créateur de contenu avec lequel j'ai pu travailler, qui est venu me chercher justement avant la fin de Vice, qui m'a dit j'adore ce que tu fais. Je travaille déjà avec un autre journaliste comme auteur. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui travaillent avec des auteurs, qui sont surtout bons dans le fait de raconter des histoires. Mais là, du coup, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui se disent ah mais les journalistes ils peuvent raconter des histoires et en même temps ils peuvent vérifier, faire des interviews. En fait, on a tout ça de combiné. Et ils se rendent compte aussi qu'il y a une importance dans ce qu'ils racontent. Forcément, c'est important qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas de désinformation dans leurs propos, et que journaliste, c'est un métier. Donc, de plus en plus, je me suis mise à travailler avec des créateurs de contenu qui se sont dit, bon, bah, autant associer nos forces. Et alors, qu'est-ce qui a motivé le fait de partir seul? Parce que pour le coup, ces créateurs de contenu, ils parlent à cette fameuse cible jeune que vous recherchiez. Donc là, c'était l'idée de faire vraiment comme vous l'entendez. Oui, faire mes sujets à moi. Et puis je me suis dit, en fait, tout ce que je fais pour les créateurs de contenu, je pourrais le faire pour moi-même. Donc forcément, on est un petit peu tenté. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancée dedans. Et puis Charles aussi a été un soutien. Il m'a dit, mais Justine, Charles si tu Villa, as envie, exactement. Qui a été un des pionniers, en tout cas en France. Et il est régulièrement cité. Il a travaillé longtemps pour Brut. Et il est parti aussi de cette rédaction pour faire ses reportages qui sont très tournés vers l'international aussi, avec des sujets, on va dire, assez chauds parfois, où il est en immersion, confronté à de nombreuses difficultés. Donc voilà, Charles Villa, que l'on salue. Justine Rist, vous êtes la directrice donc, de YouTube France. Comment vous
accompagnez cette nouvelle génération. Alors vous savez, évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre que dans le monde du numérique, on aime bien trouver des mots qui évoquent des nouvelles tendances. Là, donc on parle de Gen News, Gen Next News. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Next Gen News. Voilà, ouais. et je sais même pas trop comment le prononcer. C'est pour dire à quel point ça me paraît flou. C'est Gen Next News. Mais globalement, comment vous accompagnez cette génération de journalistes? Déjà, juste pour reprendre un petit peu dans la perspective des 20 ans, comme vous l'évoquiez dans l'introduction, ce qui illustrait Justine et tous les créateurs dans le phénomène du moment, c'est que en 2025, 20 ans après la création de YouTube, être youtubeur, c'est devenu un vrai métier. Les créateurs sur YouTube sont des professionnels et c'est devenu une vraie filière en fait, qui s'est professionnalisée donc. Vous avez cité quelques chiffres et on fait cet exercice de rapport d'impact économique, c'est-à-dire la contribution économique de YouTube en France. C'est aujourd'hui 24 000 emplois équivalents temps plein. Donc par exemple, pour citer Hugo, et Justine, tu étais chez Hugo, Hugo aujourd'hui, il a 40 salariés. Et il a en effet plus d'une dizaine, je crois, de cartes de presse pour joindre les forces de toutes ses compétences. C'est quand même une minorité tout de même, Justine Rist. Vous dites que youtubeur, c'est un vrai métier, mais Oui. c'est un métier, il faut encore le gagner. Il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui n'arrivent pas à en vivre ou qui en vivent difficilement. Alors, je peux vous donner quand même... déjà, je rappelle le principe du modèle de YouTube qui est unique à nous. C'est que notre modèle économique est basé sur le reversement de plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aux détenteurs des chaînes. C'est grâce à ça que petit à petit, les créateurs ont pu se structurer de manière pérenne grâce à cet argent de la publicité. Donc, pour bien comprendre, on a une chaîne qui fédère une audience, il y a des publicités qui passent Voilà. avant cette chaîne. Le créateur, Ou au milieu ou à la fin. Au milieu ou à la fin, le créateur reçoit 50% de la manne financière qui est générée par cet espace. En l'occurrence, plus 50%, voilà. Mais on ne se rend pas bien compte, c'est-à-dire que sur une vidéo qui fait, je ne sais pas, 500 000 vues, ça représente quoi Alors, la ça part dépend de publicitaire? plein de choses, ça dépend de où est vue cette vidéo, la durée de la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors je vais vous donner un chiffre global et puis des chiffres France. Par exemple, sur les 4 dernières années, on a reversé plus de 100 milliards aux créateurs dans le monde. 100 milliards. 32 milliards l'année dernière. En France, on a 450 chaînes YouTube qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Combien de 450 chaînes. 450 chaînes, plus de 100 000 euros Plus par de an. 100 000 euros chacune par an. Donc, quand on dit c'est devenu une vraie filière à part entière, professionnalisée, les youtubeurs sont des entrepreneurs. Et par-dessus ça, il y a des mécaniques commerciales qui s'ajoutent, du style des partenariats avec les marques. Et ça, c'est 100% pour les talents. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à fructifier et puis à devenir leur propre studio, leur propre média. Maintenant, je reprends la question que vous m'avez posée. Comment est-ce qu'on accompagne cette Next Gen News Vous le dites super bien, alors, mais même j'explique. pas. Allez-y. Excusez-moi. Nouvelle génération de l'information. Et là, on est vraiment dans une logique de comment est-ce que en 2025, les jeunes publics qui ont une soif énorme d'apprendre, de comprendre, de décrypter, consomment cette information. En effet, on voit que les usages ont complètement changé. Les médias traditionnels ne sont plus la référence. Par contre, ces nouvelles voix, avec cette nouvelle grammaire, ces nouveaux codes, sont des référents. Hugo, il est quand même cité à égalité avec TF1 comme première source d'information par les moins de 35. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Hugo décrypte, je renvoie une nouvelle fois cette émission en longueur, il nous parle de son travail, mais ça reste une exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 400 Hugo décrypte. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je vais prendre Gaspard G, par exemple, qui vient d'être nommé média de l'année par Stratégie. Et aujourd'hui, toutes ces voix, on voit, par exemple, Justine et Benoît se sont lancés, je ne dis pas de bêtises, il y a un an. Moins d'un an. Moins d'un an sur la plateforme. Moins d'un an pour toi et toi, pile. Ouais, ça fait tout juste un an. Là. Tout juste un donc an. on va demander, puis après on donnera la parole à Franck. Donc on est à la date anniversaire de ces chaînes. Mais on peut leur demander, Benoît, Justine, est-ce que vous viviez bien d'être youtubeur? Est-ce que c'est quelque chose? Parce que on vous entend, Justine Rist, effectivement, en disant que c'est un marché d'avenir finalement, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... On sait très bien que le métier de journaliste est précaire. On est bien placé pour le savoir, on évolue dans ce métier-là. Être journaliste sur YouTube, est-ce que c'est moins précaire? Benoît. C'est un enjeu permanent. Alors moi, j'ai connu des phases de précarité parce que j'étais freelance aussi. Donc, est-ce que c'est différent de ces époques-là? Je pense vraiment qu'il y a ce côté enjeu permanent de... je suis à la fois journaliste, mais je suis aussi chef d'entreprise. Donc ça, c'est relativement nouveau. Peut-être qu'il faut quand même que je parle un peu des financements, en fait. Quand on est journaliste sur YouTube, donc il y a la publicité qui va être intercalée dans les vidéos par YouTube, celle dont vous parlez, je pense. Mais il y a aussi les sponsors qu'on peut faire, c'est-à-dire que des marques vont
nous demander d'avoir un encart publicitaire dans notre vidéo. Moi, à côté, j'ai aussi une plateforme de dons donc, où les gens peuvent spontanément m'aider. Il y a les subventions publiques. Et il y a aussi des petits jobs à côté qu'on peut faire, notamment donner des cours ou en ce moment, moi, vendre énormément d'objets sur Le Bon Coin aussi. Donc c'est une réalité, c'est qu'il y a une mise... Vous avez quand même encore besoin de vendre des objets sur Le Bon Coin Au début, évidemment, en fait, il y a une mise de départ qui n'est pas évidente, qu'il faut pouvoir assumer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de pouvoir le faire à mon âge, c'est aussi parce que je me préparais depuis un petit bout de temps. Et vous aviez suffisamment accumulé d'expérience dans différents métiers pour pouvoir... Parce qu'on comprend bien quand on est youtubeur, comme vous le dites, il faut être entrepreneur, il faut être journaliste, il faut être community manager, il faut exercer beaucoup de métiers en même temps. Et ça prend du temps, tout ça. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de youtubeurs aussi souffrir un peu de burn-out ou de difficultés, même pour les plus grands, parce qu'en fait, beaucoup de responsabilités pèsent sur ses seules épaules. Justine. Je pense que la difficulté principale, c'est l'histoire des sponsors. Parce que aujourd'hui, c'est quand même une grande source de financement quand on est créateur de contenu et quand on est youtubeur. Et aujourd'hui, on en est vraiment aux prémices des réflexions de comment on fait une sponsor quand on est journaliste, étant donné que normalement, en tant que journaliste, on ne se doit pas d'être l'encart publicitaire de quelque chose. Sauf que, comme vous venez de le dire, on est supposé tout faire. On est des hommes et des femmes Shiva. Et là, on se retrouve à devoir faire la publicité puisque ça fait partie de notre financement en tant que tel. Un reportage, c'est ce qu'on adore tous les deux, Benoît et moi, mais ça coûte très cher à faire. On n'est pas juste en studio. Et aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord aussi entre journalistes sur comment on fait une sponsor, avec quel genre de marque. Et aujourd'hui, je trouve que c'est l'enjeu principal et un peu le nerf de la guerre. Ça coûte de l'argent à faire, c'est important de le rappeler, surtout pour le faire comme vous l'entendez. Quand vous dites, par exemple, j'aurais voulu passer plus de temps avec un interviewé et revenir le lendemain, ce qui est difficilement possible quand on est dans une rédaction, parce qu'on va dire, voilà, tu as 4 heures pour tourner, puis tu es peut-être en diffusion demain matin. Là, justement, vous dites, si je reviens, c'est du temps en plus, c'est du travail en plus. Donc c'est tout ça aussi qui fait que le reportage tel que vous l'entendez, tel que vous le voulez, coûte plus d'argent. Un reportage, c'est plusieurs milliers d'euros. Parce que si c'est une vidéo de 20 à 40 minutes, ça nécessite notamment beaucoup de montage, parfois du graphisme, et il y a tout le travail de terrain. Donc un reportage, et pour payer le journaliste, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc c'est un coût initial, effectivement. Donc pour finir cette question économique, peut-être qu'on y reviendra sur la question des subventions, puis je donne la parole à Franck. Vous dire aujourd'hui, fort de votre expérience, de votre réussite aussi, puisque vous avez lancé des comptes de manière très récente, des chaînes, il y a à peu près 1 an. Ce sont des chaînes qui ont très bien marché tout de suite, ce qui n'est pas le cas de tous les youtubeurs. Vous diriez qu'aujourd'hui, vous en vivez bien, Justine ? Non, pour l'instant, j'en vis pas. Pour l'instant, c'est vraiment juste j'investis au maximum. Et je veux voir ce que ça donne. Et aussi, ce qui est important pour moi en tant que journaliste, c'est, comme le disait Benoît, on est souvent très précaire quand on est journaliste. Et on va être forcément amené à travailler avec d'autres gens. Et moi, je ne veux absolument pas rendre précaire d'autres personnes avec qui je travaille. Donc, je préfère bien payer correctement les personnes avec qui je vais être amené à travailler, quitte à ce que ce soit moi qui soit moins bien payé. Donc, pour l'instant, je n'en vis pas. Et pour ne pas reproduire peut-être potentiellement des endroits que vous avez quittés. Exactement. Donc ça serait quand même dommage. Allez-y. Non, je rajoute aussi un point dans l'équation, c'est que on est donc dans ce nouveau paysage de l'information, ce néo-journalisme, on peut dire, pour lequel, pour l'instant, les subventions publiques n'existe quasiment pas. Et ça, c'est quand même un point très important à signaler. Alors, nous, côté YouTube, on a, depuis presque 10 ans maintenant, on s'est conformé à une taxe qui s'appelle la taxe sur les services vidéo. On a été les seuls pendant longtemps à y contribuer, à quel point elle s'appelle la taxe YouTube. Et cette taxe, elle vient financer le CNC. Et une partie des recettes, payées par YouTube, arrive dans ce qu'on appelle un fonds CNC Talent qui s'adresse aux vidéastes. Mais malheureusement, ce fonds n'a pas forcément évolué à mesure de ce que pouvait être notre contribution. Et c'est vrai que nous, on adorerait voir davantage de fléchage de ces subventions publiques aux créateurs. On travaille avec des entités comme la SCAM dans le territoire du journalisme, avec qui, pareil, depuis que l'Institut des auteurs multimédia qui permet effectivement d'obtenir des compléments de rémunération dans le cadre la diffusion. Dans le cadre de la diffusion et en rémunération du droit d'auteur, bien évidemment. Donc, depuis qu'on est implanté en France, on a fait ces accords cadres avec la SCAM, avec la SACD, comme avec la SACEM, toutes ces organisations de gestion collective qui
collecte de l'argent pour le reverser aux talents qui détiennent ces chaînes. Et puis, voilà, on essaye d'organiser tout ce qu'on peut, des studios gratuits à disposition de ces talents, des programmes. Justine, tu as eu plusieurs prix, notamment celui Albert Londres, avec qui on a collaboré cette année pour créer une bourse YouTube à l'intérieur de cet iconique prix Albert Londres. Mais vraiment, voilà, j'insiste sur le fait que ces talents YouTube, aujourd'hui, ils sont dans un enjeu économique qui est assez différent des médias traditionnels et je pense qu'il ne faut pas les opposer, c'est juste deux mondes différents. Non, là on n'est pas en opposition, on est juste en constat, en essayant d'analyser en fait comment sont les contours en fait de cette vie de journaliste, et j'entends bien ce que vous dites et d'appeler à d'autres subventions, des subventions publiques. Je crois que malheureusement le CNC a plus ou moins annoncé qu'ils avaient retiré à l'instant d'ailleurs il y a quelques jours cette subvention, mais je donne tout de suite la parole à Franck Robillard qui a patienté durant ces premières vingtaines de minutes, mais il s'est déjà dit beaucoup de choses. Oui. Franck, vous qui avez travaillé sur YouTube, qui avez consacré un ouvrage à la plateforme. Oui, alors il y a plusieurs points qui ont été abordés. Je ne sais pas si je les reprends tous. Non, allez-y sur le point essentiel. Alors peut-être sur quand même ce qui était intéressant dans le témoignage de Justine et de Benoît, c'est qu'on retrouve là désormais pour l'information en ligne, ce qui a été observé par beaucoup de sociologues et spécialistes en information et communication, pour tout ce qui concerne en fait les activités culturelles en ligne. C'est-à-dire que souvent les créateurs maintenant doivent être aussi les auto-entrepreneurs de leur propre notoriété. Et donc, en fait, c'est une activité supplémentaire. Et une charge aussi. C'est une charge supplémentaire aussi. Et alors, c'est assez intéressant parce que quand on présente cette activité de l'information en ligne comme étant résolument moderne, en quelque sorte, moi, ça me fait penser, en fait, au tout début du journalisme, si on prend un peu de distance. Le premier journal français, en tout cas le premier périodique imprimé, La Gazette de Théophraste Renaudot, 1631. En fait, on qualifiait Théophraste Renaudot d'homme orchestre, puisque à la fois, il compilait des dépêches qui lui parvenaient souvent d'Europe du Nord. Il les assemblait, un petit peu comme vous composez vos vidéos, mais il allait aussi chercher des annonces, donc il essayait aussi de trouver des moyens de rétribuer son activité. Donc c'est intéressant de voir que finalement... D'ailleurs, à l'époque de Théophraste Renaudot, on parlait de Next Gen News pour Théophraste Renaudot. C'était comme ça qu'il était. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'effectivement, l'activité journalistique s'est institutionnalisée et elle a permis aussi aux journalistes de se consacrer à cette activité. Et justement, de ne pas avoir à se la faire déborder par les activités que vous avez pointées, qui sont tout simplement aussi celles d'aller chercher des modes de financement. Et on sait que l'information, dès qu'il y a une dépendance commerciale, ça devient un peu... Mais c'est ce qu'on voit finalement avec l'exemple de Hugo Décrypte, c'est-à-dire qu'il n'est plus tout seul maintenant, on l'a rappelé, une équipe de 40 personnes, 13 journalistes, des commerciaux. Donc finalement, il devient un média structuré comme d'autres médias et il peut se consacrer peut-être beaucoup plus pleinement à l'exercice de sa fonction. Donc il est parti en indépendant, il a gagné son succès, sa chaîne a 10 ans et aujourd'hui, il peut se permettre de rémunérer des gens. Mais encore une fois, je pense que Hugo Décrypte est un cas effectivement exceptionnel dans le sens de sa notoriété et de sa réussite. Benoît Lecor, vous souhaitiez réagir? Pour moi, il n'y a rien de nouveau parce que j'ai quitté les écoles de journalisme il y a à peu près 15 ans. Déjà, on ne parlait pas de Shiva, mais de journalistes couteau suisse. Et j'ai été beaucoup dans des pure players, donc des sites qui se lancent, des sites d'information qui se lancent sur Internet. On évoquait Brut, oui. Ouais, et même avant, il y avait Rue 89. On a toujours dû faire plein d'activités et plein de choses et plein de métiers très différents. Donc pour moi, c'est pas un renouveau, c'est quelque chose qui est assez commun à tous les projets entrepreneuriaux journalistiques. On va dire que c'est un continuum de complexité qui se réinvente à chaque nouveau média ou à chaque nouvel espace. Et là, YouTube en est un. Je l'ai rappelé, 20 ans, principalement un contenu humoristique, aujourd'hui un contenu d'actualité, même si ça représente une minorité quand même sur l'ensemble en fait, des contenus proposés sur la plateforme. Mais peut-être pour revenir sur le fond de ce que vous nous proposez, peut-être on peut écouter un extrait justement de votre chaîne, de vos créations, qui ont en particularité, vous l'avez dit, le fait de mettre en abîme aussi un peu le métier, dans une volonté d'introspection, de à la fois raconter la personne qu'on a en face de nous, mais de se filmer, de se raconter soi, parfois dans ses difficultés, parfois dans ses vulnérabilités. On écoute. Jérémy, pourquoi est-ce que tu as accepté que je te filme? T'es sérieux? Cette question-là, je vais me la poser pendant tout le reportage. Je suis journaliste et mon truc à moi, c'est de raconter la vie des gens. Dans cette vidéo, je vais raconter celle de Jérémy. Je viens juste de lancer ma chaîne, c'est mon deuxième reportage, alors je vous demanderai bien de vous abonner pour m'aider, même si la vidéo que vous allez voir n'est peut-être pas facile à regarder. Je le sais car elle n'a pas été facile à tourner. Avant de continuer, je préfère préciser quelque chose de très important. Vous vous en doutez, c'est très compliqué de demander aux vendeurs de montrer la viande sans l'avoir payée, puisque c'est super risqué pour eux. Donc je précise que cet achat, je le fais dans le cadre de mon enquête pour avoir des preuves, et je cautionne absolument pas ce trafic.
Voilà, Justine Rex, on vous entendait à l'instant sur un de vos reportages de votre chaîne. Donc, c'est important pour vous de montrer aussi l'envers du décor. Vous avez parlé assez rapidement de défiance qui entourait le métier. Pour vous, c'est une forme de gage pour essayer de préserver ce lien avec le public en expliquant les difficultés que peuvent rencontrer justement un journaliste et les questions que vous vous posez. Ouais, je pense que c'est super important. Juste de montrer aussi que des fois, on a des galères et que tout n'est pas si évident que ça. Et en tant que journaliste, on nous a souvent appris à juste donner directement, tiens, j'ai fait une enquête et voilà ce que j'ai trouvé. Et je vous explique pas pour autant tout le chemin parcouru pour arriver à ce résultat-là. Alors qu'en fait, finalement, les gens aiment ça et ça permet justement de tisser un lien complètement différent, je trouve, entre le journaliste et le public. Souvent, moi, j'ai des commentaires où les gens me disent « Ah, mais je pensais pas que c'était comme ça qu'on faisait une enquête. Je pensais pas que tu aurais galéré autant. » J'explique combien de gens on va dire, j'ai pu contacter, combien de jours ça m'a pris. Et ça, je trouve que c'est un petit peu sain et on devrait un peu plus s'en inspirer au quotidien en tant que journaliste. Ça reprend d'ailleurs les codes traditionnels des réseaux sociaux avec cette relation parasociale où on parle directement à son spectateur. Alors parfois, bien sûr, on est en quête d'authenticité. Il y a toujours le risque de la mise en scène de l'authenticité. On le sait bien et j'imagine que vous essayez de faire attention à être la plus authentique possible. Mais dès qu'on se filme, il y a un champ, il y a un hors-champ. Mmh. Moi, ce que je fais, après, je ne sais pas ce qu'il en est de Benoît, mais ce que je fais, c'est que j'ai toujours une petite caméra qui me filme et en fait, je chique rien. Pour le coup, il n'y a pas de montage à un moment, j'essaie de faire semblant je suis impressionnée, je suis touchée. Par exemple, mon tout dernier reportage au Japon, il y a un moment, je suis très émue. J'ai laissé mes larmes. On voit juste que j'ai les yeux humides, mais les larmes ne coulent pas. Et je me suis posé la question en tant que journaliste, je me suis dit, tiens, est-ce que ça a lieu d'être ? J'ai choisi de le laisser et finalement, il y avait énormément de commentaires qui disaient que ça avait aidé en fait, les gens à mieux appréhender aussi le travail de journaliste et à quel point des fois c'était difficile de mener une interview et de faire le travail de journaliste au quotidien parce que des fois on est heurté aussi en tant que tel et on n'est pas juste des robots. Je pense que montrer que le journaliste est humain, ça permet de lutter contre cette défiance. Benoît Lecamp, on le voit aussi dans votre travail, l'importance du hors-champ, de dire ce qui se passe à côté, dans les interstices. Vous éclairez le hors-champ. Moi je fais des portraits de gens que je rencontre en France. Et face à une caméra, on a tous un comportement particulier. Donc le champ, ce qui va être dit devant la caméra, il est important. Mais le hors-champ, ce qui va être dit en dehors de la caméra, il est essentiel. Donc en fait, moi, très vite, j'ai voulu montrer ce qui se passait dans ce hors-champ. Et puis quand on est journaliste vidéo, je suis journaliste de presse écrite au départ, donc je ne suis pas journaliste vidéo. Mais quand je le suis devenu, on m'a demandé de faire des trucs qui étaient un peu bizarres. Genre, par exemple, tu as quelqu'un qui rentre dans une pièce, tu vas le filmer, mais tu lui demandes de le refaire plusieurs fois, ce geste, pour être sûr d'avoir la bonne entrée. Et là, on était en train de dénaturer complètement le réel et je me dis, mais jamais je ferais ça si je fais des vidéos parce que je comprends pas l'intérêt. Et ça, c'est des choses que j'ai arrêtées. Mais si j'ai envie de le faire, je vais l'intégrer dans ma narration. Moi, je suis assez sensible sur ce que tu dis, Justine, sur restaurer un peu la confiance. J'adore le journalisme. Enfin, vraiment, j'aime ce métier. Et j'aime les journalistes parce que je pense que c'est des gens profondément, je vais me permettre ce terme, optimistes. Ils pensent que le monde il peut être un peu meilleur et ils vont documenter le réel. Et c'est un métier en qui moi j'ai confiance. Et je trouve ça terrible, cette perte de confiance envers les professionnels du journalisme. Je ne parle pas forcément de ceux qui vont détenir les médias, je parle de ceux qui sont à la base et qui vont rencontrer les gens, qui vont faire les articles, qui vont faire l'information. Et j'avais à cœur dans mes vidéos justement de refaire un lien entre ceux qui vont regarder les vidéos et ce métier de journaliste. Et par exemple, on a écouté tout à l'heure le portrait que j'ai réalisé, enfin un bout du portrait que j'ai réalisé de Jérémy. Jérémy, qui est donc alcoolique, qui a à peu près 40 ans. J'arrive sur le terrain, c'est 4 jours à peu près de réalisation de vidéos, donc j'ai 4 jours sur le terrain. Très vite, j'ai de l'affection pour ce monsieur, et très vite, je tombe en fait dans l'émotion. L'émotion suivante, j'ai envie de le sauver d'une certaine manière. Mais toutes les personnes qui vont rencontrer Jérémy vont avoir envie de le sauver parce qu'il est touchant. On se dit, peut-être que je vais faire la différence parce que lui, il a envie d'arrêter l'alcool. Et ça fait partie de moi en tant que journaliste parce que toutes les questions que je vais poser, elles vont découler de ça. Et donc, j'ose le dire dans la vidéo. Et à la fin, j'ose dire aussi, j'arrête de filmer parce que là, je suis allé trop loin. Je suis plus journaliste. Et ça, c'est des choses qui étaient invisibilisées parce qu'on avait besoin que
la personne interviewée prenne toute la place, moi, je remets ces moments-là. En tout cas, je les éclaire un peu. Oui, dans les deux cas, on voit qu'effectivement, c'est une caméra qui éclaire le devant et qui vous éclaire aussi, finalement, qui vous filme des deux côtés. Et c'est ça qui est intéressant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre vidéo, vous allez voir vos personnages et vous leur montrer, finalement, ce que vous avez tourné d'eux-mêmes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ne se fait pas dans le journalisme, où on va filmer quelqu'un et 3 heures après, on peut être déjà auprès de quelqu'un d'autre. C'est important pour vous aussi de montrer la réception. C'est vertigineux de se dire que quand j'étais dans d'autres médias que je ne vais pas citer, je faisais peut-être un portrait par jour ou une vidéo reportage par jour, je montais le lendemain et je passais à un autre sujet. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé à un journaliste qui se retrouvent avec une vidéo sur leur propre vie dans les médias et ils ne sont pas accompagnés. Donc moi, très vite, je me suis dit, la première personne qui regardera le portrait que je réalise, c'est la personne interviewée. Alors ça crée des moments assez difficiles aussi, mais il faut les affronter parce que ça reste que je perçois avec ma sensibilité quelque chose d'une personne et peut-être que je me trompe, peut-être que ça va pas lui plaire, mais en fait ça crée un espace de discussion et j'avais vraiment envie de le faire et c'était l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu lancer ce format, c'était de pouvoir prendre soin d'une certaine manière de mes sources et des personnes que j'interviewe, mais sans non plus faire un portrait ou réaliser une vidéo pour eux. C'est ma vidéo, mais j'ose aller les rencontrer, leur montrer le produit fini, la vidéo finie et confronter ma vision à la leur. Et on sent effectivement le rôle très important qui est accordé à l'écoute véritable de ces intervenants, avec cette notion d'empathie. Et bien sûr, je renvoie nos auditeurs et auditrices à vos contenus. Vous disiez, Justine Rist, tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'opposition entre le média traditionnel et YouTube. Et on entend effectivement que ce que vous proposez est assez rare, peut-être un peu dans une forme de documentaire que l'on peut retrouver parfois à la télévision. Néanmoins, lorsque vous avez déclaré, Justine Rist, que vous étiez maintenant la première chaîne de télévision française, oui, je sais, vous en étiez déjà expliqué en 2024. Mais ce sujet a été résolu. Oui, ce sujet a été résolu, mais néanmoins... clarifié surtout. Oui, clarifié. La polémique étant que, comme YouTube n'est pas un média en tant que tel, mais un hébergeur de vidéos, il ne doit pas rendre les mêmes obligations qu'un média traditionnel, donc les chaînes de télévision ou les médias qu'on a déjà précédemment évoqués. Comment vous les voyez-vous, justement, ces complémentarités entre le secteur traditionnel et le vôtre, sachant qu'on est quand même dans un contexte assez tendu et de tension économique? En fait, ce qu'on observe, nous, de notre fenêtre, c'est que tous les acteurs traditionnels de l'information ont fait ou sont en train de faire ce pivot sur YouTube. D'ailleurs, la maison Radio France est très présente sur YouTube, France Culture, etc. Avec une capacité à comprendre ces nouveaux codes et ces nouvelles grammaires que vous avez très bien décrits, qui est un exercice nouveau pour elle, puisque effectivement, on ne s'adresse pas du tout à une audience comme on le fait en papier imprimé ou sur directement son site ou en antenne linéaire ou sur sa chaîne YouTube. Et donc, on observe vraiment un travail de complémentarité d'écriture, de complémentarité de sujets. Nous, sur YouTube, quand je disais, je faisais allusion à la télévision, enfin chaîne de télévision, je parlais surtout du téléviseur dans le sens... L'objet téléviseur. Aujourd'hui, le téléviseur en France, c'est le 2e canal de visionnage de YouTube par tous les Français. Après le smartphone, j'imagine. Après le téléphone, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance-là, elle s'accompagne par un succès des formats longs, c'est-à-dire des contenus qui ont une durée de 20 minutes, 45, 1 heure, 1h30, comme ce que vous faites tous les deux. Et ça vient exactement corroborer ce qu'on expliquait jusqu'à présent, c'est-à-dire cette capacité à prendre le temps d'expliquer, de développer sans avoir une contrainte de grille, de cases horaires, de script. Et c'est ça qui, je pense, construit aussi exactement la confiance, parce qu'on est sur des formes d'écriture qui sont authentiques. Je viens sur YouTube non pas pour voir, mais pour regarder. Je viens sur YouTube non pas pour entendre, mais pour écouter. Et ça, c'est précieux. Donc, les médias traditionnels prennent ce virage. D'ailleurs, on les accompagne aussi. En France, on a des équipes d'experts qui viennent accompagner les talents YouTube qu'on appelle endémiques, les YouTubeurs, mais aussi toutes les institutions médias traditionnelles.
Et on fait ça en continu. Avant de donner la parole à Franck Robillard, juste quand vous dites quand même la confiance, ça peut faire aussi bondir certaines personnes, parce que sur YouTube, il y a à peu près de tout. Il y a des gens, effectivement, des journalistes, et on en a deux autour de cette table et de ce studio qui ont une éthique personnelle, des ambitions d'ailleurs très fortes. Et je crois que ça s'entend. Et puis il y a aussi des gens qui produisent du contenu pour faire justement de la désinformation dans un espace qui par nature est dérégulé et qui n'aurait pas le droit de citer dans un média traditionnel. Donc YouTube est aussi une machine, malgré elle, à désinformer. Alors, très bon titre, machine YouTube. Alors, je me permets de faire quelques petits correctifs, parce que je sens que là, déjà, YouTube est bien évidemment régulé. D'abord, nous-mêmes avons établi des règles d'usage de ce qu'il est possible et impossible de faire sur la plateforme. Et on ne peut pas vivre 20 ans d'âge dans le numérique et avoir ce niveau de développement et d'usage sans avoir des règles de responsabilité qui sont absolument fondatrices dans notre manière d'opérer. Donc, des règles de communauté, de ce que vous pouvez faire et pas faire. Si vous enfreignez ces règles d'usage, d'abord, vous êtes sorti de la plateforme. Vos vidéos sont soit sorties, et puis, avec un système de graduation, votre chaîne peut être complètement supprimée. Et ensuite, on a des équipes de modération qui font ce dernier kilomètre d'appréciation de ce qu'une vidéo peut être acceptable ou non sur la plateforme. Mais c'est pas parfait, Justine Riche, vous êtes d'accord. Il y a une telle ampleur, vous avez un tel succès, justement, qu'il y a tellement de contenu que la modération devient complexe. C'est un travail au long cours, c'est un travail qui est permanent, c'est un travail qu'on fait directement avec l'écosystème. Par exemple, on a des signaleurs de confiance qui sont un réseau d'associations qui ont des boutons d'accès prioritaires au signalement sur nos outils. On n'a pas attendu le Digital Service Act, le fameux DSA européen. Entré en vigueur en 2023, oui. Voilà, exactement, pour publier nos rapports de transparence qui vous montrent quelle est la proportion de contenu supprimé, les raisons pour lesquelles on utilise l'intelligence artificielle depuis que nous existons pour utiliser l'automatisation dans cet exercice de neutralisation. Et je vous donne un chiffre, on a 98% des vidéos qui n'ont pas lieu d'être, qui sont neutralisées sur la plateforme avant qu'elles n'aient fait 10 vues. Donc bien évidemment que il reste des choses quand même sur la plateforme. Bien évidemment que c'est un exercice au long cours, c'est un exercice qui est complexe, parce que où s'arrête la liberté d'expression, où commence la censure. On n'a pas parlé d'IA, mais j'imagine qu'on va en parler. Comment est-ce que vous faites quand vous avez aussi cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle générative qui permet de reproduire des contenus qui sont quasiment réels. Et donc, on a pris, par exemple, des mesures... Justine est émue de tout ce que je raconte. Oui, elle en tousse. Mais on a pris des mesures... on a préempté très tôt ce sujet de l'IA parce que l'IA est autorisée sur YouTube. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est la transparence. Donc, un système d'autodéclaration des chaînes YouTube quand elles font un contenu complètement synthétique, avec des labels qui s'affichent, comme vous avez dans le métro, retouchés par Photoshop. Non, mais vous venez de le dire, Justine, c'est que c'est de plus en plus dur aussi parce qu'il y a ces outils qui arrivent. Sans parler d'intelligence artificielle générative. Votre avis sur cette question, Franck Robillard? Oui, alors là, je suis un peu étonné quand même de ce que j'entends, je dois l'avouer, parce qu'avec un collègue, Nikos Myonaios, on travaille sur, pas sur les relations de YouTube avec les éditeurs, mais sur les relations de Google et donc du groupe Alphabet avec les éditeurs de presse en France. Et on ne peut pas dire que Alphabet, la société mère de Google et de YouTube, était toujours de très bonne volonté pour coopérer avec le secteur de la presse. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la concurrence qui a quand même infligé une amende en 2024 de 250 millions d'euros à Alphabet, au prétexte que jusqu'ici, Alphabet n'avait pas coopéré de façon véhémente, de façon transparente, ni de façon régulière avec les Alors, je me permettrais de... C'est une décision administrative, je n'invente rien. Alphabet, Google en France, a été le premier acteur à faire justement des accords avec tous les éditeurs médias dans le cadre du droit voisin, bien avant d'ailleurs toutes les autres entités et plateformes américaines. Donc, je pense qu'au contraire, on a montré notre très bonne volonté à travailler avec toutes ces institutions publiques et alors, avec les pouvoirs publics. Comment vous expliquez que vous ayez été condamné et j'ajoute d'ailleurs la fin de la conclusion de la décision de l'autorité de la concurrence qui indique que le groupe Alphabet a reconnu ses torts. Il a reconnu ses torts. Alors, c'est écrit noir sur blanc dans la décision de l'autorité de la concurrence. Je suis un peu étonné de ce que vous dites là. Je pense que là, Sébastien Missoff, qui s'occupe de Google, sera on pourra faire une deuxième émission avec lui pour expliciter ce sujet. Mais vraiment, je vous invite à interroger les groupes presse sur notre manière de travailler ensemble, et je vous garantis
que nous avons eu tous ces accords cadres faits depuis toutes ces dernières années pour justement les accompagner, honorer notamment ce sujet du droit voisin qui était le sujet de ces éditeurs. Et puis là, en l'occurrence, moi, je représente YouTube et tous ces acteurs sont très présents sur YouTube. On les accompagne, ils se développent de plus en plus. Justement, à propos de YouTube, là aussi, quand je vous entendais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Parce que récemment, c'est un peu passé sous les radars de l'actualité, parce que l'actualité géopolitique est telle. Mais en septembre 2025, là, les avocats du groupe Alphabet, encore une fois, mais là ça concernait spécifiquement YouTube, ont répondu à une demande de la Commission de la justice de la Chambre des représentants des États-Unis, qui leur demandait de revenir sur ce qu'avait été l'autorisation des contenus liés à la Covid et aux élections de 2020 aux États-Unis. Et là encore, les avocats d'Alphabet ont indiqué, au nom de la société Alphabet, que désormais, ils réautorisaient les contenus controversés liés à la Covid-19. Alors, Attendez, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Je crois que je vous ai laissé parler assez longtemps. Ils ont également indiqué que pour les résultats de l'élection de 2020, maintenant, ils pouvaient réouvrir notamment toutes les chaînes qui avaient contesté ces résultats, qui avaient indiqué qu'il y avait des fraudes. Et là encore, il y a eu des décisions de justice. On a entendu Froc-Robière et c'était très clair. Justine Riz va vous répondre. Donc en fait, si je prends par exemple le cas du Covid, vous étiez, quand on était en 2020, en plein moment de pandémie, il n'y avait pas de consensus scientifique sur le virus. Et donc, nos règles d'usage et nos consignes et nos garde-fous évoluent en permanence. Et typiquement là-dessus, on travaille avec l'OMS et on a pu adapter au fur et à mesure de ce qui était découvert sur le virus, ce qui était possible ou pas possible sur la plateforme. On a considéré 5 ans après que la clarté était faite, le consensus était fait sur le sujet de la source de la pandémie. Et donc, des contenus qui interrogeaient sur les sources et qui étaient encore une fois, et c'est toujours très délicat, entre la liberté d'expression et la censure. Surtout délicat à l'américaine, si je peux me permettre, parce qu'il y a une notion du free speech aussi à l'américaine. Vous êtes vous êtes directrice de YouTube France, mais d'un groupe américain. Ouais. Et on le voit aussi aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions politiques et géopolitiques avec le retour de Donald Trump au pouvoir, et quand même un technopouvoir qui s'est un peu aligné avec ces recommandations. Et ce que disait Franck Robillard, on pourrait aussi parler aussi des comptes complotistes jugés comme tels qui ont été fermés puis réouverts. Alors, je vous invite vraiment à regarder, je sais pas, faites platiste sur YouTube, faites reptilien sur YouTube. Vous allez voir que vous avez en premier résultats de recherche, les médias, les sources d'information de référence qui expliquent les notions en question. Vous avez des panneaux qui peuvent renvoyer sur soit l'OMS, soit Wikipédia, soit pour éclairer. Et après, c'est à l'utilisateur de faire son libre arbitre et son chemin. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Justine Riz, qu'il y avait des comptes qui a été considérés comme complotistes, dont les chaînes ont été bannies pendant un certain temps et qui sont redevenus, qui ont été réouverts à la suite du retour au pouvoir de Donald Trump. En fait, si on arrive avec ce débat-là, juste pour comprendre par rapport à notre sujet, on a parlé de confiance et de défiance. Et là, effectivement, et d'ailleurs, j'aimerais peut-être avoir votre avis, Justine et Benoît, sur cette question-là, en tant que journaliste. C'est-à-dire que vous, YouTube, en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a des centaines, des milliers et des dizaines de milliers de chaînes, donc de contenu. Mais on est sur la question de la confiance, la défiance. On essaye de voir qu'est-ce qui circule aussi. Il y a un contexte géopolitique qui a un petit peu changé. Vous, en tant que journaliste, là, j'en appelle aux journalistes Benoît et Justine, quel est votre point de vue par rapport au débat que nous avons là, même si forcément vous travaillez sur YouTube, mais vous ne travaillez pas pour YouTube? Il est chouette, il a animé ce débat, c'est bien. N'oublions pas que YouTube, c'est une entreprise privée. Donc, qui dit entreprise privée, dit des règles qui sont différentes que de ce qu'on peut avoir en temps normal en tant que journaliste et dans les médias. Ce qui fait qu'il y a par exemple des mots-clés qu'on ne peut pas utiliser au niveau des titres. Et ça, c'est quelque chose finalement d'assez commun qui est, on va dire, un garde-fou pour YouTube. Et pour nous, en tant que journalistes, plus compliqué parce que ça nous empêche, sur certains titres, de mettre concrètement certains mots, je sais pas, suicide, sexe, où on pourrait faire de l'éducationnel. Mais du fait qu'on peut aussi se retrouver avec des contenus pédopornographiques, tout va directement être shadowban ou limité par YouTube. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la principale difficulté, nous, en tant que journalistes, sur cette plateforme, c'est celle-ci. Benoît ?
Moi, j'avoue que je rêverais bien d'une plateforme européenne qui me permet de rémunérer mon projet à hauteur de ce que j'ai comme rémunération avec YouTube, et une plateforme européenne qui ne soit pas détenue par un milliardaire. Mais elle n'existe pas, donc là, aujourd'hui, concrètement, moi, YouTube me permet de faire mon projet. Ce n'est pas non plus Meta, parce qu'Instagram, j'ai pas de rémunération. TikTok, je n'arrive pas à avoir une rémunération. Donc mon constat, il est là, c'est que j'ai besoin de cette plateforme pour mener à bien ce projet, en termes de diffusion, mais aussi en termes de rémunération. Donc, c'est une question qui est tricky, mais il faut revenir aussi à la base de ça. C'est sans YouTube aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas le faire, ce projet. Donc, maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est aussi avoir plusieurs sources de financement. Pour la question de la démonétisation, la question des mots-clés, c'est effectivement... Pour démonétisation, pour bien comprendre, c'est lorsqu'une chaîne ne permet plus, a été démonétisée donc, par YouTube. Je pense qu'il n'y a que YouTube qui a ce pouvoir-là de démonétiser, et donc la chaîne ne peut plus vivre de sa rémunération publicitaire. Concrètement, quand on diffuse une vidéo sur YouTube, par exemple, si jamais elle rencontre une bonne audience ou une très bonne audience, c'est bien pour nous parce que ça veut dire qu'elle va s'autofinancer, voire on va pouvoir tirer un bénéfice pour derrière réinvestir dans des reportages. Si jamais la vidéo ne trouve pas une bonne audience, en fait, on peut perdre de l'argent parce que les plusieurs milliers d'euros qu'on investit pour le reportage, on ne va pas les retrouver. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est normalement de faire en sorte que la vidéo fonctionne. Mais en tant que journaliste, c'est pas mon rôle non plus, parce que moi, je suis là pour logiquement parler de sujets qui servent un peu l'intérêt général. Donc, je suis pas là pour faire que des vidéos qui vont avoir une audience comme des vidéos de divertissement, par exemple. Donc là, l'une des responsabilités du journaliste sur YouTube, qui est chef d'entreprise aussi, et qui est pas forcément facile, mais ça fait partie du job, c'est de trouver un moyen de garder cette indépendance. Et notamment, je pense que ça passe par une diversification des moyens de revenus. Et donc des financements. C'est pour ça que vous évoquez effectivement les financements publics ou autres qui peuvent permettre d'avoir une bourse. Ou sinon aussi les marques qui nous écoutent, tout simplement. Les marques qui nous écoutent, effectivement. On voit cet appel. Franck Robillard. Non, peut-être juste pour revenir sur la question des formats tout à l'heure. Moi, j'ai regardé les vidéos de Justine et de Benoît avant l'émission. Et effectivement, c'est un journalisme qui est très immersif, avec une plongée un peu ethnographique. Ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'a été le public journalism dans les années 70-80 aux États-Unis. Et évidemment, là, on comprend qu'il y ait de l'affect qui soit injecté, avec une prise de distance, néanmoins, comme vous le faites, et c'est tout à fait normal par rapport à ce genre de sujet. Et là, on comprend qu'il y a un intérêt à marier effectivement ce que sont les nouveaux codes, les nouveaux écritures de YouTube, où effectivement, il y a plus de proximité à la fois avec les personnes qu'on interroge, que vous disiez, Benoît, c'est-à-dire qu'après, on ne les laisse pas dans la nature, en gros. Et en même temps, et on a aussi quand même les codes journalistiques qui sont employés. Ce qui est un peu plus gênant, c'est quand on a ce genre de format hybride qui est appliqué à des sujets qui sont plus clivants ou qui sont plus cruciaux, entre guillemets, pour la démocratie. Je prends pour exemple la dernière interview qui a été faite et qui a fait des centaines de milliers de vues d'un ancien président de la Nicolas République. Sarkozy avec Guillaume Play, pour aller vite. Voilà, de Nicolas Sarkozy. Donc Guillaume Play, youtubeur aussi, avec son média Légende. Enfin, youtubeur, il est sur plusieurs médias, il est aussi en podcast, tous ces contenus-là, mais qui est aussi un média très, très, très suivi par les jeunes. Je sais, on l'a reçu ici, Guillaume Play, dans la matinale de France Culture. Je suis même pas sûr qu'il se considère comme journaliste, mais plus comme animateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, on va retrouver dans le format, la mise en forme, une hybridation entre ce qui est de l'ordre de l'habitude médiatique, en quelque sorte, avec un plateau, une petite lumière tamisée, avec quelqu'un qui, pour l'occasion, s'est habillé en veston sombre, etc., parce qu'il reçoit un ancien président de la République. Donc on s'attend, en voyant ce type de format à l'antenne, à une prise de distance par rapport à l'invité. Et en même temps, il va réinjecter dans le dialogue qu'il a avec le président de la République cette dimension d'affect, d'émotion. Mais qu'on peut trouver aussi sur des formats télévisuels quand on regarde moi je dirais que Karine Le Marchand sur un canapé. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais le problème ici, en l'occurrence, c'est que on a l'impression qu'il n'est pas dans cette dynamique vraiment d'échange, comme vous disiez, Karine Marchand, dans un canapé. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas forcément comme un animateur, mais il se présente comme produisant une interview d'un ancien président de la République. Et donc ce qui est un peu gênant, c'est qu'il va l'interroger uniquement sur son séjour en prison, et évidemment, compatir à la peine qu'ont tous les prisonniers de devoir être enfermés pendant des jours et des heures et dans des conditions compliquées. Mais en même temps, il ne va pas aller
vraiment faire son travail, qui aurait été un travail de journaliste en tant que tel, Mais de l'interroger sur les raisons de sa condamnation. Vous avez raison, mais la différence, etc. c'est qu'ils ne se considèrent pas comme journalistes, en fait. Exactement. C'est-à-dire que si c'est Benoît Lecor ou Hugo Décrypte ou Gaspard G ou Justine Rex qui vont interviewer Nicolas Sarkozy, je pense qu'ils n'iront pas de la même manière. Ils auront leur déontologie, leur code. Là, on a quelqu'un qui se présente comme un animateur. Et ce que vous expliquez, c'est l'hybridation, la confusion Oui, potentiellement mais des formats. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, qui est une personnalité dont le sort mérite d'être discuté dans le débat public, ça va de soi. Il va s'exprimer uniquement dans ce type d'espace, et pas dans les médias classiques. C'est le choix de Nicolas Sarkozy. Parce que je ne doute pas qu'il ait reçu beaucoup d'invitations. Je veux dire, n'importe quel média veut avoir Nicolas Sarkozy sur son plateau au lendemain de sa sortie. Donc là, c'est lui qui décide d'aller sur cette plateforme-là. Oui. Sans doute pour les raisons que vous évoquiez, parce qu'il sera peut-être moins mis en difficulté que face aller au hasard à Fabrice Arfi, qui était ce matin, par exemple, dans la matinale de France Culture. Mais c'est le choix stratégique, j'ai envie de dire, de Oui, mais Nicolas dans Sarkozy. ce cas présent, je terminerai juste là-dessus. Dans ce cas présent, on ne demande pas finalement à cette vidéo sur YouTube d'avoir le même niveau de responsabilité éditoriale et déontologique qu'on va demander à une télévision. Parce que ça, c'est un mais vrai c'est la problème. différence, Justine Rist, et je vous laisse Parce que répondre là-dessus. YouTube a un vrai pouvoir du fait de son audience, du fait de sa visibilité, Exactement, etc., mais là, sans les responsabilités afférentes. Mais voilà, et là je crois qu'on revient au débat initial finalement, média, hébergeur, c'est-à-dire que YouTube n'est pas un média. Oui, mais je crois que Allez-y, si on allez-y. parle de ce cas-là, typiquement, en effet, je ne pense pas que Guillaume Pley, quand vous l'interrogez, il se considère comme journaliste, petit 1. On n'est pas du tout dans un exercice de journalisme avec contexte, analyse, contradiction, débat. Ce n'est pas du tout ça l'objet. C'est un exercice de micro ouvert, ce qui est complètement différent. Et en effet, si on faisait une analogie télé, quand Karine Le Marchand interviewe des hommes ou des femmes politiques, elle peut mettre aussi une veste, mais elle va être aussi dans une proximité. On n'est pas du tout... On ne vient pas écouter un exercice d'information, de journalisme, on vient écouter un portrait et une confidence, etc. Donc je pense que vraiment, pour le coup, hybridation, alors complètement, je pense même que le futur sera à l'hybridation. Ces talents aujourd'hui, ils vont collaborer, d'ailleurs ils collaborent déjà avec des médias traditionnels, avec leur propre chaîne YouTube, etc. Et donc ça, absolument, mais vraiment, je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger tous les genres. Et voilà, un exercice de micro ouvert où en plus l'invité a fait le choix de ne venir de ne répondre positivement qu'à cette invitation. C'est un cas tout à fait Mais encore une fois, je le répète, je particulier, pense que s'il va là-bas, c'est parce que peut-être qu'il ne se sent pas en danger face à un animateur finalement qui ne se considère pas comme journaliste. Mais on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure finalement, Justine Rex et Benoît Lecor, c'est que dans votre travail journalistique, comme vous expliquez la manière dont vous travaillez, c'est une manière de clarifier aussi toutes ces formes de confusion et de format et d'hybridation de format. Bien sûr, Justine. c'est très compliqué en fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour n'importe qui de faire le distinguo entre cette personne est un créateur de contenu et cette personne est un journaliste. Et je pense que c'est pour ça que Benoît et moi, on insiste beaucoup sur toutes nos vidéos où on précise à chaque fois qu'on est journaliste. Déjà, je pense qu'à ce qu'on est fier d'être journaliste sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Et aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu, et là, c'est pas que YouTube, c'est toutes les plateformes confondues, qui racontent certaines actualités, qui les déforment et qui peuvent être prises pour des journalistes. Moi, je suis responsable du coup... d'un cours d'investigation dans des écoles de journalisme et parfois je m'occupe des concours. Cette année je me suis occupée notamment des oraux des écoles de l'ESJ Lille et j'avais certains candidats qui me parlaient de créateurs de contenu en pensant que c'était des journalistes. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi de bien poser les choses concrètement. La carte de presse, elle a du sens, bien sûr, elle a du sens pour vous la carte de presse ou... Je pense que c'est quelque chose de symbolique. Plus qu'autre chose, ça ne nous apporte pas grand-chose concrètement. Vous l'avez tous les deux ? Non. Enfin, en tout cas, moi, je vais la perdre cette année. Ça fait quelques nœuds à la tête. Alors déjà, j'aimerais bien savoir si tous vos journalistes ont la carte de presse. Non, bien sûr, ouais. c'est pour ça que je dis que ça a du sens pour vous. D'ailleurs, par exemple, nous, on est producteurs à Radio France. Moi, j'ai pas la carte de presse. On est nombreux en tant que producteurs à ne pas l'avoir. C'est pour ça que... Tout comme plein de prix Albert Londres, tous bien les sûr. ans. Mais ça crée, c'est sûr que ça crée quelques quelques nœuds dans la tête. Parce que, par exemple, moi, j'ai ma carte de presse parce que j'étais en rédaction avant. Mais je vais la perdre donc, cette année. Puisque pour être journaliste indépendant sur YouTube, j'ai mon entreprise, donc je suis chef d'entreprise, mais c'est pas une entreprise de presse. Et puis je crois que même quand on est chef d'entreprise, on peut pas avoir sa carte de presse, Exactement. ce qui fait que je vais la perdre.
Bon, tant pis pour elle. Mais il y a plein d'enjeux comme ça qui se posent. Moi, je me dis, bon, t'es encore journaliste à l'intérieur, donc est-ce que c'est pas suffisant? Mais les chartes de déontologie, normalement, disent un journaliste ne peut pas être un panneau publicitaire. Sauf que j'ai besoin de ces sponsors, de ces marques qui vont investir un encart publicitaire dans mes vidéos pour les financer ou pour au moins, si elles marchent pas, ne pas perdre trop d'argent. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est un peu un pas de côté. C'est ma maman qui incarne mes publicités parce que je me suis dit, au moins, comme ça, on pourra pas me dire, bah Benoît, t'es journaliste et t'incarnes tes publicités. Ça me rappelle quand on monte des boîtes, des entreprises, souvent dans le gestionnaire ou celui qui est gérant, on met quelqu'un de sa famille pour éviter d'avoir la responsabilité. Donc là, c'est votre maman qui a endossé l'incarnation publicitaire, mais je crois que maintenant, elle est à la retraite de cette incarnation publicitaire, votre maman, parce que vous allez peut-être reprendre le flambeau pour l'incarnation à cet endroit-là.